Merci Jérôme. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je voudrais tout d'abord remercier l'AFEF et puis le groupe de réflexion de me permettre de vous présenter effectivement 3 des articles qui changent la pratique clinique. Donc je n'ai pas de conflit d'intérêt. Juste pour remettre un peu en ordre, vous savez que la NAFLD, bien sûr, c'est la maladie la plus hépatique la plus fréquente avec une prévalence d'environ 23,7% en Europe. La prévalence en France est un peu plus basse, aux alentours de 16 à 17% selon les résultats de la cohorte Constance, et que la fibrose est le principal marqueur pronostic, que ce soit de la mortalité hépatique ou de la mortalité globale. C'est pourquoi les articles que je vais vous présenter évaluent la fibrose chez des patients qui initialement présentent tous une NAFLD. Le premier article a été publié dans Hépatologie cet été, à partir des données des patients screenés pour les études Stellar. Le premier auteur est Quentin Anstey. Donc, le programme Stellar, c'est l'évaluation du céloncertib, une molécule de Gilead, en phase 3 dans la NASH. L'étude Stellar 3 évaluait des patients qui présentaient une fibrose F3 et l'étude Stellar 4, les patients présentaient une cirrhose. Toutes les biopsies des patients screenés ont été relues par un seul anatomopathologiste expert. L'objectif de l'étude était de déterminer la performance des tests non invasifs pour le diagnostic de fibrose avancée dans la NAFLD chez des patients à haut risque de fibrose. Pour cela, 3 tests sanguins d'évaluation ont été réalisés. Le NFS, qui se base sur l'âge, l'IMC, le diabète, le ratio azat-alat, les plaquettes et l'albumine. Les cutoffs utilisés étaient des cutoffs bien validés de -1,455 et 0,676. Le FIB4, qui se base sur l'âge, l'azat, l'alat et les plaquettes, pour lesquels le cutoff était 1,30 et 2,67. Et le LF, qui se base sur des marqueurs directs de fibrose, le TIMP1, le P3NP et l'acide hyaluronique. Enfin, les patients, pour la grande majorité, ont eu une mesure de l'élasticité hépatique. Voici les caractéristiques des patients. Au total, 940 patients présentaient une fibrose F0, F2 et 2262 une fibrose F3, F4. L'âge médian était de 56 à 59 ans. 41% des patients F0, F2 et 68% des patients F3, F4 étaient diabétiques et 62 à 66% des patients présentaient une obésité. Je vous rappelle qu'au total, 16% des patients présentaient une fibrose F0, F1 et 71% des patients F3, F4. Voici les performances des tests individuels. Le NFS a un OROC à 0,74, le FIB4 à 0,78, le LF à 0,80, ce qui est à peu près comparable avec le FibroScan qui est à 0,80. Les sensibilités et spécificités des tests sont bons. En revanche, il faut faire attention aux valeurs prédictives positives qui sont particulièrement élevées, de 97 à 99%, qui traduit le fait que les patients étaient très graves, puisque 71% des patients étaient F3, F4. Donc les résultats, ça doit prendre avec prudence. Enfin, le problème de ces tests, c'est le pourcentage de patients non classés dans cette zone grise entre les deux cutoffs, qui est d'environ 43 à 51%. Pour améliorer donc la performance des tests, les auteurs ont proposé un algorithme séquentiel en 2 temps. Le premier temps était la réalisation du FIB4. Si le FIB4 était inférieur à 1,3, cela permettait d'exclure une fibrose significative. Au contraire, s'il était supérieur à 2,67, cela permettait d'affirmer une fibrose significative. Entre les deux, c'était la zone grise et il était nécessaire d'effectuer un deuxième test, soit le LF, un test sanguin, soit le FibroScan, mesure de l'élasticité. Vous avez à droite les performances de ces tests avec des sensibilités entre 70 et 77% et des spécificités aux alentours de 90%. Ce qui signifie qu'après la réalisation d'un premier test, ici le FIB4 qui est facilement réalisable en consultation et en routine clinique, la réalisation d'un deuxième test, que ce soit le FibroScan, un test d'élasticité ou un test sanguin, a à peu près la même valeur diagnostique. Au total, cette étude est intéressante puisque c'est la plus grande étude avec le plus grand nombre de patients, que toutes les biopsies ont été relues par un seul anatomopathologiste expert, que les tests sanguins ont de bons résultats et que l'évaluation séquentielle en 2 temps permet d'améliorer la performance des tests et de diminuer la zone grise. Mais attention, cette étude n'est pas généralisable puisque 71% des patients présentaient une fibrose avancée, F3, F4, et que donc ça biaise certains résultats. La deuxième étude a été publiée dans Journal of Hepatology au printemps. Premier auteur est Jérôme Boursier. L'objectif de l'étude
était de déterminer la meilleure combinaison de tests non invasifs pour le diagnostic de fibrose avancée dans la NAFLD. Tous les patients avaient une biopsie hépatique pour suspicion de NAFLD. Tous les patients ont également eu une mesure de l'élasticité hépatique avec le FibroScan, pour lequel le cutoff était de 7,9 et de 9,6. Tous les patients ont également eu 5 tests d'évaluation sanguine de la fibrose, le NFS, le FIB4, mais également l'EPA-score, qui se base sur l'âge, le sexe, la bilirubine totale, la gamma-GT, l'acide hyaluronique et l'alpha-2 macroglobuline, le fibrotest, qui se base sur la LAT, la gamma-GT, la bilirubine totale, l'alpha-2 macroglobuline, l'aptoglobine et l'apolipoprotéine A1, et le fibromètre, qui se base sur les plaquettes, le taux de prothrombine, l'azate, les gamma-GT et l'alpha-2 macroglobuline. De plus, tous les patients ont eu un test combinatoire fibromètre-VCTE, qui est un algorithme à partir de l'âge, du sexe, des résultats du FibroScan et des résultats du fibromètre. Au total, 938 patients ont été inclus, venant de Bordeaux, Angers, Toulouse et Grenoble. L'âge médian était de 56,5 ans, environ 58% d'hommes, le BMI médian était à 31,8 et 50% des patients étaient diabétiques. Au niveau histologique, 27% des patients présentaient une fibrose F3 et 13% une fibrose F4. Vous avez ici l'AUROC des différents tests pour la fibrose avancée. La meilleure AUROC est celle du fibromètre VCTE à 0,86, suivie par celle du FibroScan à 0,84 et celle du fibromètre à 0,79. Pour la suite, les auteurs ont proposé des algorithmes séquentiels en 2 temps. Ils ont donc utilisé les 3 meilleurs tests, soit le fibromètre VCTE, le fibromètre et le FibroScan, ainsi que le NFS et le FIB4, qui sont les tests les plus utilisés, les plus validés et puis très faciles à utiliser en pratique clinique. Au total, 2 algorithmes ont été proposés. L'un commençant par le FIB4 puis le fibromètre VCTE et l'autre évaluant initialement le FibroScan puis le fibromètre VCTE. Vous avez en bas les performances diagnostiques de ces tests. Environ 90% des patients étaient bien classés, la sensibilité était de 85%, la spécificité de 90%. Si l'on compare ces 2 algorithmes par rapport au fibromètre VCTE seul, on voit que le fibromètre VCTE a des performances diagnostiques au moins aussi bonnes. À noter dans ces algorithmes que les valeurs du FIB4 ont été modifiées pour pouvoir augmenter les performances du test avec un cutoff inférieur à 0,4 pour éliminer une fibrose significative et supérieur à 2,67 pour affirmer une fibrose avancée. Pareil pour le FibroScan, les valeurs utilisées étaient à 8 kPa et à 15,7 kPa. Enfin, à l'issue de l'algorithme, dans la zone grise correspondait à environ 20% des patients dans les 2 algorithmes, que ce soit dans la cohorte de dérivation ou de validation. Donc au total, cet article propose 2 algorithmes faciles à utiliser. Je trouve qu'en pratique clinique, hors centre expert, l'algorithme FIB4 fibromètre VCTE est probablement plus facile à utiliser parce que le FibroScan est peut-être un peu moins disponible et que le FIB4 peut être fait en consultation avec des tests sanguins très simples. 90% des patients sont bien classés et seulement 20% de patients nécessitent une biopsie hépatique. À noter, comme je vous l'ai dit, que le fibromètre VCTE seul a une très bonne performance diagnostique et que dans nos pays riches et dans des centres tertiaires, ça peut être intéressant à réaliser initialement dès la première consultation. Enfin, qu'est-ce que va être le futur ? Alors le futur, c'est notamment le développement des techniques omiques. On a entendu parler de la génomique, la transcriptomique. Moi, je vais vous parler de la métabolomique. C'est la science qui étudie l'ensemble des métabolites primaires d'un tissu ou d'un fluide circulant. L'article a été publié dans Goethe cette année et l'objectif était d'étudier une combinaison de métabolites circulants pour le diagnostic de fibrose avancée. Ils ont également fait une combinaison pour le diagnostic de NASH, mais je ne vous en parlerai pas aujourd'hui. La cohorte de dérivation qui a permis la réalisation de cette combinaison comportait 156 patients avec une NAFLD. Tous les patients ont eu une biopsie hépatique et 23% d'entre eux présentaient une fibrose avancée. Ces données ensuite ont été confirmées dans 2 cohortes de validation. La première était une cohorte de suivi de 142 jumeaux et leurs familles, dont l'évaluation de la fibrose était faite par IRM. 11 patients présentaient une fibrose avancée. La deuxième cohorte comportait 59 patients avec une suspicion de NAFLD prouvée à la biopsie et 15 patients présentaient une fibrose avancée. Vous avez ici les caractéristiques dans la cohorte de dérivation.
Les patients qui présentaient une fibrose avancée étaient plus âgés, ils avaient un BMI plus haut, mais il n'y avait pas de différence concernant la prévalence du diabète. Au final, à partir de l'étude omique, 1046 métabolites ont été retrouvés. Parmi eux, 325 étaient des métabolites inconnus pour lesquels ils n'avaient pas de nom et qui ont été éliminés. 721 métabolites restaient et parmi eux, 69 étaient indosables chez plus de 50% des patients et n'ont pas été retenus. L'analyse a donc été faite sur 652 métabolites. Parmi eux, 32 étaient significativement associés à la fibrose avancée et les 10 principaux ont été sélectionnés. Les 10 principaux sont la taurine, le fucose qui fait partie du métabolisme des pentoses, le palmitoléate qui est un acide gras à longue chaîne, le glycocholate qui est un acide biliaire primaire et 6 hormones stéroïdes dérivées du cholestérol. Vous avez ici les performances et les aurochs de la combinaison dimétabolites comparées au NFS et au FIB4. Vous voyez dans la cohorte de dérivation, à gauche, que l'auroch est à 0,94 et que ce test fait mieux que le NFS et le FIB4. Dans la cohorte de validation 1, l'auroch est confirmé à 0,94 et ce test fait mieux que le FIB4 mais n'est pas différent significativement du NFS. En revanche, dans la deuxième cohorte de validation, l'auroch est à 0,84 et ce test n'est significativement pas meilleur que le FIB4 ou le NFS. De manière plus précise, les performances diagnostiques de la combinaison dimétabolite avaient une sensibilité de 90%, une spécificité de 79%, mais une valeur prédictive positive faible à 43%. En revanche, la valeur prédictive négative était très élevée à 98%. L'ajout du FIB4 avec la combinaison des dimétabolites n'améliorait pas les performances des tests. En conclusion, cette étude est la première étude de métabolomique à évaluer la fibrose avancée. La performance de ce test est correcte, mais ce n'est significativement pas plus performant que le NFS dans les cohortes de validation. En conclusion, j'ai voulu vous montrer que l'évaluation non invasive précise de la fibrose va probablement nécessiter un algorithme séquentiel, qu'en 2019, les tests sanguins standards et l'élastométrie sont le pilier de cette prise en charge, et que dans le futur, des techniques innovantes telles que les omiques vont probablement se développer. Mais la question qui se pose, c'est y a-t-il un intérêt encore à chercher de nouveaux tests lorsqu'on voit les performances des tests existants, et notamment la performance du fibromètre VCTE. Je vous remercie.